Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec un autre vieux briscard. Thomas, comment tu vas? Ça va très bien. Bon, mais voilà, on se retrouve, hein. On va tourner quelques vidéos ensemble, ça me fait plaisir, comme à chaque fois, hein, qu'on se retrouve. On va aborder plusieurs sujets, et aujourd'hui on va parler un peu de la préparation de Nassour et comment on va voir le combat, hein, entre Dolidze et Nassour, parce que c'est un sacré client qui prend. Gros combat, il prend le numéro 7. Mais on va aborder ça ensemble, je lance le générique, après on démarre. Job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like. Bon Thomas, est-ce que tu as fait bonne route déjà? Ouais, je suis content. Quand je suis dans le sud, je suis content. Ça, il fait pas beau, hein, en tout non, cas. il fait pas beau. Bon, Dolidze, alors pour la petite info, j'ai vu son dernier match contre Vettori. Pour moi, il avait gagné le combat en plus. Ouais, donc il devrait être même au-dessus de la 7e place. Hein, parce que pour moi, sincèrement, il avait gagné. Mais je pense que ce match pour Dolidze peut être un raccourci à la ceinture parce qu'il y a une story entre Nassour et Strickland. Maintenant, on attend de voir le match de Strickland. Mais ça peut être aussi, comme Strickland avait gagné à la décision contre Nassour, si j'étais dans le camp de Dolidze, je me dis que si je fais mieux que Strickland, ça veut dire de le battre avant la décision, ça peut être peut-être directement Exactement. un match, peut-être contre. Alors que Nassour, je pense qu'il gagne, il faudrait un match de plus et il Bien serait sûr. à la ceinture. Oui, c'est sûr. Alors, je rappelle qu'il avait perdu Nassour contre Strickland en short notice, et qui était un short notice pour Strickland, mais ils ont combattu dans une catégorie hybride. C'était un catchweight à 93, il me semblait. Au-dessus, ouais, c'est ça. Donc, il était beaucoup plus lourd. Mais bon, Strickland, il est compliqué en plus à gérer. Hein. C'est pas du tout. C'est à la fois d'un côté, pour Strickland, pas un vrai camp, même s'il avait eu un camp d'un combat avant. Oui, parce qu'il avait combattu contre Cannonière, il me semble. Ouais, il avait combattu avant, donc il n'était pas hors forme. Maintenant, c'est vrai que si on te prend de court, la diète, ça peut vite changer certaines choses. Nassourdine était en camp, par contre. Mais à l'inverse, pour Nassourdine, prendre un Strickland avec un jeu complètement atypique, c'est particulier. Tu peux être en forme pour un gabarit. Là, il baisse la tête, il a les points derrière, il a tout un jeu à lui spécifique. Si tu prends un top 50, ok, un short notice, mais contre un mec à la ceinture derrière ou un top 10, cette précision et ce timing de haut niveau, c'est quand même bien d'avoir un vrai camp. Ah, ça c'est surtout sur les réglages spécifiques, surtout quand comme tu dis, quand c'est à très haut niveau. C'est tellement complexe, et en plus il est tellement particulier Strickland, il n'y a personne qui arrive à le mimer, quoi. Et quand on voit qu'un Adesanya à haut niveau à la ceinture a eu du mal, et c'est ça qui a été beau, c'est qu'on voit que Nassourdine quand même au dernier round il met un reculoir Strickland, même s'il gagne la décision du coup. Mais on voit que voilà, si on voyait ce match dans des vraies conditions, on se dit Nassour moi je pense qu'il a les moyens de faire quelque chose de grand. Donc c'est un match important pour les deux. Bon, c'est un match important pour les deux. Donc Dolidze qui est un très très bon grappleur, donc toi ça te parle, hein. C'est vraiment, moi je trouve qu'il a un sol, que ce soit sur le dos ou dessus, vraiment exceptionnel pour le MMA en tout cas, hein, j'entends bien. En pur grappling, il a gagné des compétitions. Alors il a gagné les sélections trial Océanie. C'est pas les meilleures des sélections, mais c'est quand même gagné une sélection, donc ce n'est pas rien. Et c'est du pur grappling. Il a gagné en UVW Europe et Monde. Donc voilà, c'est peut-être pas la meilleure fédé au monde, mais c'est quand même une fédé où il y a toujours 2-3 gros clients. Donc on voit que c'est un spécialiste du sol. Et en plus de ça, on va voir que dans la MMA, il sait transférer ça. On voit, on va pas rentrer dans la précision, mais avec Nicolas Haute, c'est Nicolas Haute, son head coach. Moi, j'ai été juste appelé sur quelques sparring parmi tous les sparring qu'il y a. Et c'est vrai que voilà, on a travaillé sur les spécificités. Il a des spécificités MMA. Il fait des actions-réactions entre les frappes et le grappling. Exactement. Et souvent, on parle de la lutte en chaîne, par exemple, de Chimaev, mais lui, il a une sorte de lutte sol en chaîne avec des actions-réactions qui réagissent. Donc il est très très fort dans les phases de scramble, Dolidze. Ouais. Très dangereux et très opportuniste. Il a des multi-ouvertures. Et c'est là où il tend beaucoup de pièges. Hein. Et du coup, là, j'ai mis son palmarès. Alors, tu sais qu'il vient du foot à la base? Non, je sais. Apparemment, c'était un joueur professionnel. De ce que j'ai compris. Après, il a fait de la lutte gréco-romaine. Et bon, après, il s'est mis au sol. Et donc, son dernier match, c'est contre Vettori. Il a quand même pas mal de KO et de TKO. Donc, 7 au total. Même si c'est un exploit, même si c'est un grappleur
de métier, hein, on va dire. Il a seulement 2 défaites, dont une, je te dis franchement, contre Vettori, j'étais présent et il s'est fait huer Vettori. D'ailleurs, moi, je suis parti avant la décision parce que je pensais que c'était plié. Quand j'étais à la buvette, on a tous entendu, mais toute la salle a sifflé Vettori. Donc, gros gabarit. Hein. Gros gabarit, par contre, il est très très lourd apparemment. Gabarit, j'ai l'impression qu'il est dense. Il a l'air solide. Il va avoir une force. Par exemple, moi, je suis dans le camp, donc j'ai un but aussi de lui mettre des pressions sur certaines phases. Il n'aura pas la même pression que moi. Moi, je suis plutôt trapu, concentré, grosse pression. Lui, il est longiligne. Il est longiligne. Donc, il va avoir une pression un petit peu différente. C'est pour ça que je disais, attention, il va avoir une grosse force. Ouais, alors, je rappelle, hein, il a battu, Starapoli, il a battu Kyle Dokos, il a battu Phil Hoyes, le lutteur, qui est très très fort. Et il a battu aussi le très bon grappleur Jack Hermanson. D'ailleurs, il y a des phases de sol. Exactement. Dans ce match-là, il y a des si phases vous aimez le grappling MMA, allez voir ce combat. Il est vraiment, franchement, c'est un cas d'école à analyser. Mais comme on dit, c'est du miel. Et donc là où c'est intéressant, tu avais réagi à une vidéo que j'avais fait entre les grandes structures contre les petites structures. Et là, à l'inverse, bon, avant il était au MMA Factory, donc il était au sein d'une grande structure. Là aujourd'hui, maintenant, il a mis un camp d'entraînement. Alors moi, comme je dis, il n'y a pas de mieux. Il y a par rapport à ce qui te convient. Ce qui te convient et aussi des fois dans des étapes dans ta carrière. On voit que Kamaru, pendant quasiment toute sa carrière, il était dans une grosse structure comme les Black Zillian et après derrière, arrivé à un certain âge, effectivement, tu as vu, il s'est mis avec Trevor Whitman dans un petit cocon. Je pense qu'à un moment, tu as besoin d'être guidé, il y a un moment, tu as besoin aussi peut-être de te personnaliser, il y a un moment, tu as besoin d'être recentré sur toi, peut-être qu'à un moment, tu as envie de te remélanger pour reprendre plein de petites informations. Pour moi, c'est une alternance, c'est-à-dire que je ne suis pas étonné qu'à un moment de ta carrière, tu peux fonctionner différemment qu'au milieu et peut-être encore différemment à la fin. Et rien n'empêche de faire des retours. C'est-à-dire que c'est en faisant des cycles dans la prépa physique, c'est en faisant des cycles qu'on améliore et qu'on revient à régler les choses. Donc Nassourdine, je pense qu'effectivement, on ne pourra pas dire que le fait que ce soit un camp recentré sur lui, qu'il n'a pas eu ça sur des années, qu'il ne va pas apprendre certaines choses. Et je ne serais pas étonné qu'aussi qu'à un moment, il revienne. Et c'est ça un champion, le plus important, c'est la faculté d'adaptation de comment il va gérer l'un et l'autre, la confiance à son head coach et l'élément important, la communication de comment tu te sens, qu'est-ce qu'il y a besoin de corriger. Alors voilà, après c'est tout un débat. Il ne faut pas trop changer de choses aussi. À certains moments, il y a des phases, mais si tu as la communication pour régler certaines choses, c'est ce que je dis souvent, il ne faut pas vouloir tout changer. Mais si à un moment tu changes quelque chose, le plus important c'est de changer le petit réglage qui change tout. Et c'est ce que je pense qu'il est en train de faire d'être Nicolas Haute. Nicolas Haute est complètement focus sur lui, il garde des ancrages qu'il avait sûrement d'avant, il lui a ramené 2-3 personnes et je pense que de toute façon à partir du moment où tu lui ramènes des nouvelles choses, il faut communiquer aussi pour qu'il comprenne. C'est pas si simple que ça d'avoir un camp centré sur toi. C'est aussi peut-être une pression sur les épaules. Donc moi je vois ça sans en parler plus et je vois que Nicolas Haute le gère très très bien. La communication, mais au bon moment, lui faire comprendre les choses quand il faut, c'est tout un boulot. Moi ce que je trouve vachement intéressant, je m'étais exprimé déjà sur le sujet dans un live où j'avais dit il part certes avec un nouveau camp d'entraînement, mais c'est pas si nouveau que ça. Toi, tu l'avais déjà eu, Nassour. Oui. Nicolas Haute l'avait déjà eu. Oui. Son sparring, c'est Ahmed. Ahmed, c'est son sparring de toujours. Exactement. Donc, en fait, il a gardé un cocon autour de lui qui le connaît très, très bien, qui le connaît même avant, hein, donc, du coup, de ce nouveau camp d'entraînement. Et ça, je trouve que c'est pertinent parce que, à mon avis, hein, ça, c'est personnel, hein, c'est pas pour vous encenser ou quoi que ce soit, mais j'aurais peut-être trouvé que ça aurait été dangereux de partir carrément à l'autre bout du monde, tu sais, tout recommencer, tu vois. Voilà. Surtout s'il ne l'a jamais fait dans les dernières années. Ça aurait été dans un moment important, peut-être le match le plus important de sa carrière, de le faire là sans l'avoir fait avant. Attention. Moi, par exemple, dans mon grappling, j'ai beaucoup voyagé. Donc peut-être qu'à un moment important, et encore, je me poserai la question, est-ce que là, je dois partir? Mais moi, dans ma carrière, je suis parti déjà 30, 40, 50, 100 fois. Et je sais que c'est pas facile. Donc moi, je l'aurais déconseillé, entre guillemets, hein, j'aurais pas parlé même, mais je l'aurais déconseillé. L'élément important pour moi, là, au jour d'aujourd'hui, en ayant très peu de temps, 2 mois et demi dans un match très important, c'était d'avoir quelqu'un de confiance. J'ai juste l'impression que c'était ça le plus important. Et je pense qu'en Nico, s'il a choisi Nico, c'est ça, c'est quelqu'un de compétent. Il n'y a pas à rien dire sur ce sujet-là. Il a de la réflexion. Et Nico, c'est un garçon très intelligent, qui a de la réflexion. Il sait quand il fait la charge d'entraînement, parce que c'est un préparateur aussi physique également. Il est très polyvalent. Préparateur physique, il s'occupe autant des amateurs que des pros. Voilà. Mais l'élément, ce que je voulais dire, c'est c'est la confiance. Et je pense que si Nassourdine a choisi, c'est que pour cet élément-là. C'est comme tu dis, de ne pas perdre tous ses repères, d'avoir quelqu'un, mais avec qui, autour de moi, avoir une vraie confiance qui peut m'amener à un combat
très important. Donc, il faut que ce soit aussi quelqu'un de bon et compétent. Et je pense qu'il a trouvé ça en Nico. Et même, je trouve qu'un autre truc, parce que c'est un élément aussi qu'on ne prend pas en considération, c'est qu'ils s'entraînent aussi dans la même salle. Donc, tu as tes repères. Et ça aussi, c'est important. Ça peut paraître... mais tu sais, quand tu changes de structure, que tu changes d'environnement, que tu changes de lieu, tu vois, là, il s'entraîne au Venom Training Camp. Il a fait quasiment la totalité de sa préparation, parce que c'était là où le Man Factory, d'ailleurs, a commencé. Enfin, petite parenthèse, mais cette salle le continue, du coup. Enfin, elle est fermée, mais... Que pour les athlètes sponsorisés Venom. D'accord, ok. Donc, tu peux y aller si tu es athlète sponsorisé Venom, c'est ça? Et là, du coup, pour les camps pro, après, avec les gens qui accompagnent, moi je ne suis pas sponsorisé du tout, mais comme je suis un sparring... Oui, tu es un sparring, quoi. Voilà. Mais c'est pour l'athlète Venom, donc là, c'est Nassour. D'accord. Et tous les gens qui viennent autour, la salle, elle est dispo pour lui. Ah, d'accord, ok. Et donc, ils font un peu comme l'UFC Institute, tu sais, où si tu es combattant de l'UFC, tu as le droit de venir avec ton camp. Venom, c'est le sponsor de l'UFC. Je pense qu'ils voient un peu comment ça fonctionne et je pense qu'ils trouvent intérêt de fonctionner comme ça. Il y a de l'image, il y a de la structure. Ouais. Je pense que c'est un peu inspiré de ça, on va dire. D'accord. Tu le sens comment, toi, Nassour, là? Tu le sens comment au sol, par exemple? Alors, tout le monde avant que tu m'en parles, on me fait beaucoup d'éloges sur le sol de Nassour. Nassour est bon au sol. Maintenant, voilà, on le sait, MMA et grappling, c'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, il y a le sol gi et le sol no gi. On a passé des années pour comprendre que c'est pas tout à fait la même chose. Et là, il y a un sol aussi MMA aujourd'hui qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout le monde qui arrive à l'adapter. Il y a pas la même vitesse, il y a pas la même zone d'exposition. Par exemple, en grappling, tu peux pas rester en demi-garde. Il faut passer, il faut les soumettre, il faut aller jusqu'au bout de l'action. Alors qu'à demi-distance, avec une hauteur d'exposition, tu peux déjà finir un match sur un grand round. Donc voilà, Nassour a des connaissances en grappling, en lutte et en MMA. Donc il n'y a rien à dire. Maintenant, sur son sol, moi j'ai tourné avec. Si on prend des pures règles, grappling et tout ça, je vais jouer mon expérience. Si on voit qu'il va jouer stratégique MMA avec des frappes, il peut me finir sur une phase accélérée. Un MMA, sur un 7-8 frappes, tu es touché, tu as un truc. Donc il a les armes pour. Maintenant, je n'irai pas dire que c'est un spécialiste grappling, mais il peut faire chier des grappleurs français, oui, bien sûr. Oui. Parce que le MMA, ça va être très fort sur le positionnement, le timing, très athlétique. Donc Nassourdine est très fort sur tout ça. C'est ce que je dis, il faudrait le chercher sur des spécificités. Tu me donnes le temps et les règles grappling. Donne-moi 10 minutes en grappling, je cherche. Maintenant, donne-moi une phase d'1 minute 30 avec des frappes dans un coin. C'est moi qui peux me poser des questions. Parce qu'il va être très fort sur ça. Même très physique, on m'a dit aussi. Ouais, il est très très physique. Mais après, voilà, il a des phases sur lesquelles il est très dangereux et il a des phases, voilà, pas pour cacher ou pas pour dire, il a des phases qu'il faut éviter face à Dolidze. De toute façon, Dolidze, c'est ça la différence, parce que comme je répète souvent, c'est pas parce que tu tiens un champion d'entraînement que tu as le niveau du champion. Après, en combat, tu as vu, l'écart se creuse. Des fois, tu vas te dire, bon, mais quand même, je comprends pas, j'ai tourné avec un tel à l'entraînement, ça s'est bien passé pour moi. Purée, je le rencontre en combat, il me met une raclée. Mais parce que c'est pas pareil, il va mettre le 5% de plus qui va faire toute la différence. Et ça change vraiment tout. Et comme tu disais sur ta vidéo, sur toutes ces informations-là. Et vice-versa, Dolidze, si dans certaines zones, il peut se louper, il va se faire cartonner. Moi, c'est pour ça, souvent, je dis, je ne me focalise pas sur les techniques. Moi, je me focalise sur les zones. Tu sais, c'est un peu comme un toucher-coulé. Tu vois, même en grappling, je le fais. Souvent, en MMA, on fait le boxe, mais s'il attrape en lutte, oui, mais s'il amène au sol, oui, mais si l'autre, il résiste contre la cage, ouais, mais l'autre, il est plus endurant. On fait de la stratégie, on va dire. Et moi, en sol, je l'ai fait beaucoup, ça. C'est-à-dire que dans un sport unique, quand il y a quelqu'un au sol, c'est comme si j'avais des cubes. Je dis là, je dois y aller, là, je dois pas y aller. Là, je dois y aller, là, je peux pas y aller. Et je joue à toucher-couler. Et je pense que c'est ça le MMA de haut niveau. Ça veut dire que, et là, tu as les informations physiques, tu as les informations techniques, tu as les informations de vitesse, de temps de réaction et le corps, ce que tu disais, la biomécanique qui donne des informations, et la stratégie derrière. Donc, au niveau où ils sont, c'est un toucher-couler. Il y a des zones, si ça va à l'un, même s'il a un bon sol, c'est ça que tu posais comme question, il a un très bon sol. Mais à haut niveau où il est là face à Dolidze, il y a des choses qu'il faudra faire attention. Et Dolidze, je lui conseille aussi de faire attention à certaines zones, parce que moi j'étais dans le camp, il y a certaines zones, c'est fort. C'est ce que je dis, c'est que dans certaines zones, c'est comme en grappling. Tu vois, sur le haut du corps, certains peuvent être ceinture noire et sur le bas, par exemple, moi je suis ceinture noire sur le haut depuis 20 ans. Si tu me mets sur les clés de jambes, je suis ceinture violette, bleue, tu vois ce que je veux dire, bien sûr. Stéréotype. Nassourdine, c'est pareil. Il y a des zones où ça va être un top 5 de l'UFC et d'autres zones, peut-être un top 12 comme il est aujourd'hui. Mais il a le potentiel, s'il est dans sa zone, dans sa manière de s'exprimer, dans son aisance, il a de quoi faire très très mal. Mais de toute façon, c'est quand, à très haut niveau, on le sait,
c'est la capacité qu'a un combattant à amener l'adversaire dans sa zone de confort à lui. C'est ça en fait. Hein. C'est pas un étalage de connaissances techniques, c'est savoir s'imposer. Voilà, il faut pas. On a trop compartimenté. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. On a trop compartimenté le MMA, boxe, lutte, sol. Alors que pas du tout. Il y a des mecs boxer en MMA, c'est pas boxer en boxe. Hein, tu peux être meilleur en boxeur. Par contre, en boxe MMA, tu peux te faire cartonner par un boxeur MMA. Pourquoi ? Parce que déjà, tu as la parano de la lutte. Tu as beaucoup d'informations à traiter. Tu sais que tu peux avoir des phases de clinch, etc. Et en fait, c'est ça tout le problème. Ça, plus tu as d'informations, et ce sport donne de plus en plus d'informations, plus tu as intérêt à savoir ce que tu dois faire et qui tu es. Le problème, c'est qu'on a une société qui est très influencée sur le être, sur le faire. Et moi, je passe mon temps sur le être plutôt. Ça veut dire que tu apprends. Ok, tu apprends à faire plein de choses, mais ça ne veut pas dire forcément que tu deviens meilleur. Effectivement, quand tu as un peu plus d'outils, tu t'es débrouillé un peu plus. Mais c'est le lièvre et la tortue. Quand tu passes ton temps, au début, c'est plus dur à apprendre à ce que tu es. Une fois que tu as appris ce que tu es, ça veut dire tes qualités physiques, techniques, et que tu as fait un briefing, tu as juste besoin de savoir ce que tu vas vite, rapidement savoir ce que tu dois faire. Je fais ça, ça, ça et ça. C'est là où la différence, pour moi, est beaucoup plus importante de faire son temps au début, de savoir ce que je suis dessus, dessous, quelle qualité physique, quel rythme, quelle zone je suis bien, dans le ressenti. Okay, mais le problème, c'est que dans un cours, dans un club, tu vas apprendre une technique plus facilement. Attrape le poignet, ramène le coude, tu remontes, hop, ça tape. Ça, tu peux prendre 40 élèves, tu l'apprends en 5 minutes. Mais maintenant, prends 5 minutes et prends 40 élèves et essaie de leur faire comprendre qui ils sont. Là, tu vas avoir des... c'est long, ça prend du temps. Mais c'est le lièvre et la tortue. Quand tu passes ce cap-là, les techniques, elles sont appropriées. Voilà, toi, tu as ça, toi, tu as ça, toi, tu as ça. Si tu es dans cette zone, pour revenir sur le sujet, ça, tu gagnes si tu es là. Lui, attention, s'il fait ça, c'est entre guillemets le gorille contre le serpent qui va gagner. Il n'y a pas de vainqueur. Si le gorille, il attrape, il arrache, il écrase, le serpent, il se fait grève. Mais si le serpent t'enroule, le gorille s'est fait étouffer. Mais moi, je suis, de toute façon, là, tu prêches un convaincu. Hein. C'est le combat que j'essaie d'expliquer à tout le monde. J'explique aussi également qu'on ne peut pas être bon. Parce qu'en fait, souvent, les gens pensent, et c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est qu'ils se disent, c'est un peu comme un jeu vidéo. Ils se disent, si je m'entraîne en boxe, c'est bon, je vais égaler Conor McGregor. Si je m'entraîne en lutte, je vais égaler Khabib. Si je m'entraîne au sol, je vais égaler Damian Maia. Non, ça ne marche pas comme ça. On a des plafonds qu'on peut atteindre. Et d'avoir conscience, en fait, au niveau où on peut s'élever dans nos zones à nous de confort, dans notre style, dans notre game plan, dans notre stratégie, c'est pour moi le plus difficile pour un combattant. Mais de toute façon, quand tu vas avoir une compète, un truc très, très simple. À l'entraînement, c'est marrant parce qu'on veut toujours apprendre des nouvelles techniques. Mais le jour où tu es en compétition, le jour où tu as un ressenti entre guillemets de peur, de dire qu'est-ce que la pression, qu'est-ce que tu regardes, tu vas avoir peur de qui? Celui qui arrive, pim pam poum, qui fait la même chose, pim pam poum, la même chose, pim pam poum. Tu regardes, tu fais, le gars, arm drag, prise de dos, étranglement, putain, il fait 8 fois. Tu prends lui. Tu fais quoi à ce moment-là? Moi, je vais lui taper sur l'épaule, vas-y, t'as tes connaissances techniques. Tu vas dire, non, mais vas-y, donne-moi un vrai conseil. Comment je fais pour l'annuler lui? Tu te rends compte qu'à ce moment-là, c'est celui qui impose sa schématique. Mais ça va être un peu pareil dans la vie, dans tout. Oui, c'est le plus important à un moment, il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent, c'est de savoir faire le bon choix. Donc à la fois, parfois, se limiter pour se recentrer. Le problème, c'est que quand on dit à quelqu'un ne fais pas ci, ne fais pas ça, on a l'impression qu'on l'interdit, c'est de l'interdiction. Non, c'est de la sélectivité pour acquérir et passer ce tunnel qui, parfois, tu as l'impression qu'on t'enlève du plaisir. Mais non, mais quand tu auras passé ce tunnel, tu vas acquérir une maîtrise et tu seras le premier fier. Et quand tu auras acquis ça, à ce moment-là, tu verras que tu ne changeras que certains détails. Le détail qui fera que tu évolues. Et à ce moment-là, tu verras que si tu as fait ce travail-là, tu ne changeras pas tout de tout, rien. Et si tu changes tout, tu reprends à zéro. Et là, c'est des sujets de la vie. Ça peut être la même chose. Est-ce que si je change de femme, si je change de boulot, il faut qu'il y ait une vraie raison profonde. Mais le problème, parfois, c'est que voilà, on est dans la séduction. Mais c'est comme ça. C'est pas pour pointer du doigt quoi que ce soit. C'est la société. On est dans la société. Ouais, bien sûr. Donc plus de, et on consomme. Quoi. Donc, je donne toujours l'exemple de Damian Maia. Et le mec lui dit pourquoi pour vous n'avez pas été champion? Il dit j'ai pas été champion parce que je me suis pris pour ce que je n'étais pas. J'ai voulu boxer alors que je savais lutter, que je savais grappler, et je me suis oublié et j'ai perdu mon point fort. Et quand j'arrivais en combat, il dit je m'interrogeais. Et la pire chose, il dit qu'il y est arrivé, c'est de toucher ses adversaires. Il a dit le jour où j'ai connecté quelqu'un, c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon niveau. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit mais finalement je peux être complet. Donc en fait il a dit j'étais face à mes adversaires et je me disais mais attends, je fais quoi là maintenant? Je boxe, je lutte, je grappe, je tire à demi-garde profonde. Et donc il était dans un inconnu qu'il n'arrivait plus il n'avait plus la réponse. Parfois dans une carrière tu peux avoir une mauvaise victoire, une victoire qui te fait croire que tu peux fonctionner comme ça, et c'est pas parce que tu as réussi une fois ça que tu dois tout changer. Voilà. Et lui, il illustre, il dit toujours, il dit j'ai perdu, après je me suis recentré. Il a dit mais quand j'ai commencé à comprendre, j'avais vieilli.
Et donc, du coup, il n'y avait plus la fougue, les transitions, tu vois. Contre Belal Mohamed, il explique très bien. Il dit contre Belal Mohamed, j'avais mon single leg, mais j'avais plus le timing pour le faire comme avant, tu vois. Et c'est là, en fait, toute cette particularité, c'est quand tu prends conscience de tes forces, quand tu sais capitaliser dessus, c'est là où Khabib était monstrueux. C'est que Khabib, il te rendait tellement parano que tu en perdais toi-même ton point fort. C'est-à-dire que tu disais, attends, il va plonger, tu vois. Et en fait, il avait tellement confiance en ses capacités. Et en fait, le cadeau, c'est Javier Mendes qui dit toujours, le cadeau qu'a eu Khabib, c'est de ne pas aimer la boxe. C'est-à-dire qu'il a dit, il faisait de la boxe pour faire plaisir à son père. Mais tu sais, c'est un vrai sujet, et moi, je fais ça depuis des années. Il faut apprendre à faire, mais il faut apprendre aussi à s'interdire. Tu vois, notre sport, par exemple, le sol, c'est un sport de mouvement. Mais moi... là, je suis en fin de carrière, donc je peux le dire, j'ai beaucoup travaillé dans le non-mouvement. C'est-à-dire à apprendre sur place. Parce qu'il y a tout un art. Donc, il y a tout un art quand tu dis, c'est comme dans la vie, quand tu apprends à dire non, tu t'aperçois qu'il y a une autre facette de la vie et tu vis parfois. Ouais, bien sûr. Et dans le combat, c'est pareil. Quand tu vas refuser de faire certaines choses qui peuvent t'attirer, pour X raisons, les changements de qualité physique, parce que tout le monde le fait, les tendances, parce que tu aimerais prendre un bonus. Il y a plein de choses qui peuvent t'influencer à vouloir changer. Mais non, tu dois rester dans ça. Et parfois, le non, il est très important. Non, mes qualités sont là. Mais on passe 10 entraînements sur 10 à vouloir apprendre quelque chose. Moi, j'ai dit, apprenez à ne pas bouger. Et vous verrez qu'il y a un moment pour bloquer, un moment pour faire des mouvements. Apprenez à vous voulez être différent de tout le monde, mais vous apprenez toutes les choses de tout le monde. Apprendre à un enfant, ce que je veux dire, c'est par exemple, petit, il a une phase où il s'oppose à toi. Donc moi, par exemple, je dis non seulement non, mais en plus opposez-vous. Comme ça, vous aurez au moins double discours. Et tu pourras revenir dans ce que tout le monde fait, mais tu auras l'opposition et tu pourras en jouer. Donc, par exemple, Khabib, oui, le fait de ne pas aller en boxe, de rester dans ses qualités, mais attention, il a été drivé parce qu'il change de club, il peut vite mettre les gants avec quelqu'un. Oui. Tu te sens le meilleur et commencer à boxer avec des gens et à transférer ça très rapidement. Alors après, tu as des contre-exemples. On voit Makhachev qui est complet, mais il revient quand on voit quand il est en danger. Il revient immédiatement à ses fondamentaux. Oui. On l'a vu contre Volka. Au premier combat, il a shooté. Fait, tu vois, bon, après, il a réussi à le toucher sur un high kick sur le match revanche. Donc oui, il est complet. Mais ce n'est pas donné à tout le monde déjà d'atteindre ce niveau-là. Volka, il n'a pas la même envergure et Volka, il va le chercher avec une jambe. Oui. Donc si tu t'approches pas dans la même zone de distance, s'il avait un plus grand et tout... Oui, c'est sûr que contre Gage, c'est pas dit qu'il puisse échanger comme il a fait, tu vois, ça aussi. Il faut qu'on s'en rende compte. Même s'il est très très fort. Mais non, mais c'est un débat qui est extrêmement intéressant. Et pour Nassour, qu'est-ce que tu penses? Donc s'il gagne ce combat, tu le verrais... Alors, c'est sûr que c'est difficile de faire des plans... comme ça, mais tu le verrais contre qui, toi, par la suite? Je sais pas. Parce qu'il y a un mec qui est compliqué. Tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, il y a un mec qui est extrêmement compliqué pour tout le monde et que je pense qu'il pourrait être confronté à ce gars-là. Mais je ne sais pas si c'est un bon match, c'est Cannonier, tu vois. Parce que tu vois, c'est vraiment un mec très, très compliqué. Quand je vois ce qu'il a fait à Vettori, ça fait flipper quand même, tu vois. Ouais, après, je sais pas, moi je m'y connais pas assez là-dedans, mais comme Vettori, même si c'est pas une vraie il est compliqué Vettori, hein. Je pense que Vettori en UFC France-Italie, entre guillemets, il est à côté, ça peut être, je pense que comme il a combattu, je crois, en Angleterre la dernière fois, c'est ça? Oui, c'était à Londres. Donc tu vois, ça combat en Europe, peut-être qu'en France, un Vettori Nassourdine peut-être aurait plus... Oui, il a combattu en France, hein. Ouais. Il a combattu en France et en Angleterre. Ouais. Donc peut-être qu'un Nassourdine Vettori, je pense que ce serait entre guillemets un match médiatiquement, je parle là. Parce qu'il serait à un combat, effectivement, ou deux, de maximum, Nassoura du titre, hein, pour le coup. Hein. J'ai pas regardé contre qui, mais je pense que s'il gagne là, je pense qu'il a un match derrière. Ouais. Un match. Oui, non, mais ça c'est sûr, de toute manière, parce que même il y a normalement Paolo Costa contre Whittaker, donc eux aussi vont se repositionner. Ouais. Non, si, il y a quand même. Cannonier, on peut pas le. Je sais plus combien il est, mais il faut vérifier. Mais Cannonier, il doit être dans le top 3 peut-être, tu vois, ou top 4. Donc oui, il y a des gens devant, hein, c'est sûr et certain. Par contre, voilà, c'est que des noms. Là, s'il tape un 7, c'est. De toute façon, là, il ne faut pas se leurrer. Que ça soit Cyril Gane, que ça soit Manon, que ça soit BSD, ou que ça soit Nassour, ils sont dans les problèmes. Hein. Ouais. Ils sont tous dans les top 5. Là, BSD, c'est fabuleux. Ah ben, attention, Benoît, c'est pareil, il a 2 combats. Ouais. Il a Dustin Poirier. Et après, c'est ce que je disais hier. J'essayais de voir contre qui pourrait être. Je vois 3 options. Ou le perdant Makhachev-Gage, ce qui serait possible. Ou le perdant Tsarukyan-Dariush. Tsarukyan, pardon, Dobronx, parce que le vainqueur va être opposé au champion. Ou le vainqueur. Et ça, pas beaucoup de gens en parlent, mais c'est possible. Le vainqueur entre Gamrot et Dos Anjos. Parce que Gamrot,
il est dans l'équation aussi. Tu ne peux pas non plus le balayer d'un revers de main, tu vois. L'UFC aime bien les stories et j'ai l'impression qu'ils ont accroché à cette story, d'avoir provocation, d'ailleurs ils lui ont donné Poirier qu'il avait accroché au niveau du public. Donc il demande la ceinture BMF derrière. Moi je le vois et Dana White a parlé de ça. Donc moi je vois clairement contre qui je sais pas, mais je pense que Benoît gagne, c'est ceinture BMF derrière et derrière peut-être la ceinture. Oui, moi je pense qu'il a 2 matchs, Poirier et l'autre, et après c'est parti. Autant parfois j'ai l'impression qu'on peut choisir entre des combattants, qu'il y a des configurations de combattants, mais là je crois que pour Benoît c'est même pas des combattants, je crois que c'est un chemin tracé de BMF et ceinture. Oui, c'est fort possible. Hein. En tout cas, il a tout le profil pour. Hein. Il a tout le profil pour, il a la hype. Ils aiment, c'est un militaire, tu vois, il y a tout cet aspect, il le kiffe à mort. La manière dont, s'il gagne comme les autres combats sur Poirier, non mais là c'est... C'est fantastique. Mais de toute façon, ce soir, on fait l'analyse ensemble, et je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il peut accomplir là. Je te dis franchement. Parce que des gens disent oui, comme il a perdu, vivre dans l'instant, hein, les gens. Ils ne se rendent pas compte du niveau de Dustin Poirier et que ça sera une des plus grosses performances, toutes catégories confondues. On en parlera ce soir. Bon, Thomas, merci encore pour cette intervention. On va continuer avec Thomas. On va encore enregistrer, vous inquiétez pas. On va faire d'autres vidéos. On va parler un peu d'apprentissage, hein, de technique, de tactique. Et voilà, j'espère que ce format vous plaira. On va essayer avec Thomas de temps en temps de se capter comme ça et de vous proposer ce type de contenu. Force à Nassau pour son match. On le soutient. Un petit clin d'œil à toute l'équipe. Le head coach Nicolas Hoth, tous les sparring. Rodrigo en prof de boxe. Le club de Melun avec Oussam et Mousse. Voilà, il y a eu Lebou, Jorik. Ahmed Salamov aussi. Ahmed, il y a eu Reda Mzaoui là récemment. Il y a eu Filipponi. Voilà. En tout cas, il a eu un très beau staff. Moi, j'ai été parti sur quelques sparring partners pour lui. De tout cœur avec lui. Allez, on est de tout cœur avec toi, Nassour. En plus, je l'adore. Hein. Donc, Nassour, si tu nous écoutes, allez, force à toi. Et on sait que tu vas nous ramener une belle victoire.